à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya et cette fois-ci on ne va ni parler de Saint Seiya Cosmo Fantasy ni de Saint Seiya Awakening, mais on va se pencher sur le classement des 12 chevaliers d'or d'Athéna en partant de la 12e place pour remonter sur la première position. Et vous le voyez, le dernier personnage, le dernier saint entre guillemets gold d'Athéna le plus faible, vous le voyez derrière moi, c'est mon signe, c'est Deathmask des cancers. Pourquoi Deathmask? Parce que tout simplement il a qu'une seule attaque, qui est les vagues d'Hadès. Le problème de cette attaque là, c'est qu'elle n'est pas décisive, elle n'est pas fatale, dans la mesure où ça envoie juste le saint ciblé dans les enfers, mais toutefois ça ne le tue pas, puisqu'il faut après qu'il se déplace dans ce même endroit pour pouvoir le finir et le jeter dans le trou des morts. Donc évidemment une attaque qui est relativement inefficiente pour se débarrasser de quelqu'un. On va noter toutefois que dans ce qui se passe au niveau du manga, il envoie Shiryu, et que malgré que dans cet endroit, Deathmask est censé avoir pleine possession de sa Cosmo-énergie, voire d'être plus puissant que son adversaire, Shiryu arrive toutefois à le surpasser avec son 7ème sens et lui mettre une véritable raclée. On est très loin de ce que Manigoldo, son prédécesseur, avait comme capacité de puissance, mais aussi en termes de charisme. C'est pourquoi Deathmask des cancers, mon signe, malheureusement, est à cette 12e place. Ensuite, on va passer à la 11e place avec Aphrodite des poissons. Évidemment, c'est un personnage qui est aussi loin d'Albafica dans la série La Sconvast, puisque du coup, elle a toujours ses 3 roses, bien sûr, la rose blanche, la rose noire et la rose rouge. Elle pèse assez, alors il ou elle, parce qu'en réalité je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, elle pèse pas très lourd face à Shun, elle se fait juste balayer par un coup de vent, et un peu violent comme coup de vent, mais quand même. Et puis dans la série et dans l'arc d'Hadès, il est très malmené d'une part par Mu, seul contre Deathmask et Aphrodite, mais aussi par derrière, et surtout ça d'ailleurs, elle se fait laminer par Radamantis, donc un personnage qui est très très loin de la puissance d'Albafica. Voilà pourquoi il est classé 11e. Ensuite, on va avoir un des gold survivants de la bataille des sanctuaires, Aldébaran du Taureau. Pourquoi Aldébaran il est là? D'une part parce que, encore une fois, c'est un gold qui est loin de la puissance du Aldébaran, je crois qu'il s'appelait Rasgado, dans le Sconvast, puisqu'il a que finalement une attaque qui est le Great Horn, contrairement à Rasgado qui en avait développé plusieurs avec sa puissance physique. Par contre, on va dire qu'il se fait un peu malmener dans le manga de manière générale, puisque au-delà du fait qu'il perde contre Seiya, bien qu'il ne soit pas à fond, dans l'anime, il se fait surprendre par Bud et Sid, en l'occurrence par Bud Darker qui l'attaque par derrière, mais toutefois il fait quand même jeu égal avec Sid, même s'il bloque toutes ses attaques. Dans le manga, il se fait terrasser, même défoncé par Sorrento, même si Sorrento est très très puissant. Voilà, c'est pas un... et surtout il perd contre ils se battent par un spectre, par surprise encore une fois, mais c'est pas normal qu'un saint de ce niveau-là se fait avoir par surprise par Deep du Niobe et son parfum, même si ça finit par un match nul, puisque du coup il explose en même temps, juste avant de mourir, par son Great Horn. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un personnage qui est attachant, mais malheureusement qui est très puissant d'ailleurs, puisque du coup son attaque est très puissante, mais qui malheureusement en fait pèse pas lourd contre d'autres personnages, d'autres saints qui sont un petit peu plus subtils dans l'utilisation de leur technique. À la du coup 10, 11, 9e place, on retrouve Milo du Scorpion. Alors là je pense que déjà on va commencer à ne pas être d'accord les uns les autres sur son positionnement. Pourquoi Milo des Scorpions est à cette place-là? Parce que son attaque de base, alors on va citer, effectivement, il a
2 voire 3 attaques. Il a d'abord son attaque voilà, qui va en fait empêcher l'ennemi de bouger, donc je sais plus comment ça s'appelle, bref, qui est assez inefficace finalement, parce que quand on a un personnage, donc ça a très bien marché sur Seiya et Shiryu quand ils rentrent dans la maison du Scorpion. Par contre, Dex c'était Yoga avec son aura de froid, et il a réussi à bloquer cette technique de paralysie. Après, il a sa deuxième technique qui est le Scarlet Needle, et enfin le Antares qui est le dernier coup qui peut déclencher quand il a fini de placer ses 12 piqûres. Et c'est là en fait qu'il est assez faible, puisque finalement il lui faut au minimum placer 12 piqûres pour pouvoir infliger un coup fatal à son adversaire. Il est évident que dans un combat entre Gold Saint, eh ben ils vont pas se laisser faire. D'ailleurs, on le voit dans l'arc d'Aides, il a failli se faire surprendre sur une attaque de Saga à la sortie quand il sort de la maison de la Vierge. S'il n'avait pas été prévenu par un des personnages, finalement il aurait été surpris et il aurait pris la Another Dimension de Saga. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, voilà pourquoi je mets Milo à ce niveau-là de la compétition. Ensuite, sur la 8e et 7e position, on va avoir un égalité avec Camus. Camus. Pourquoi Camus? Parce que tout simplement, il fait partie des personnages qui se font un petit peu... qui ont besoin... pas très puissants d'ailleurs, de manière générale, ils sont pas très puissants d'une part, mais ils combattent contre Mu sans réellement l'inquiéter, ils combattent contre Shaka sans réellement l'inquiéter également. On va noter le deuxième personnage, donc égalité avec Camus, c'est Shura évidemment. J'ai un peu de mal à les distinguer, alors évidemment dans le classement j'ai mis Camus en dessous de Shura, parce que Shura a montré quelques dispositions assez intéressantes. Simplement dans le Soul of God, en fait on a deux personnages qui s'affrontent et qui sont de puissance égale. La différence c'est que Camus l'emporte parce que Shura vise à la fin le cristal pour le casser et non pas Camus. Donc on a deux personnages à mon avis de puissance équivalente. Voilà pourquoi je les mets de façon, dans le classement en tout cas, à égalité. J'adore Camus parce que je le trouve très stylé. J'aime bien aussi les attaques de glace de manière générale. Maintenant, force est de constater que c'est pas un des personnages, un des Gold Saint les plus puissants à l'heure actuelle. Shura c'est pareil, on peut effectivement citer le fait qu'il a mis en PLS Aiolos, sauf qu'il l'a mis en PLS quand Aiolos ne portait pas son armure de Sagittaire, mais que quand il a enfilé sa propre armure, il était dépassé par la puissance d'Aiolos. Donc voilà, c'est un peu pourquoi ils sont ici. On va retrouver donc à la 6e position, et là c'est pareil, je pense que certains ne vont pas être d'accord, Aiolia du Lion, donc un personnage qui a plusieurs techniques, qui utilise à merveille la vitesse de la lumière dans le cadre de son Lightning Plasma. Maintenant, par rapport au personnage restant, je pense qu'il est un petit peu en dessous, puisque il reste qui derrière? Il nous reste Saga, Shaka, Toko, Mu et Aiolos. Donc Aiolos évidemment c'est son grand frère qui l'a entraîné, donc il est nécessairement en dessous d'Aiolos d'une manière générale. Mu, je pense que d'une manière générale, grâce à son Crystal Wall, il peut pas réellement passer en tout cas Aiolia dessus. Donc je pense que sur le classement, il me semble logique que Aiolia soit 6ème. On retrouve à la 5ème place du coup Mu du Bélier. Donc Mu du Bélier qui a 3 techniques principales. Sa première technique, ce qui est le Crystal Wall, donc en fait Mu on le découvre essentiellement dans l'arc d'Hadès. Le Crystal Wall qui va mettre effectivement à mal à la fois Aphrodite et Deathmask. Ensuite il va affronter toujours ces deux personnages là et les détruire littéralement grâce au Starlight Extinction, et il va nous montrer sa troisième technique qui est la même que celle de Xion, qui est le Stardust Revolution, il va utiliser contre Miu. Par contre je pense qu'au niveau de ces techniques là il maîtrise très nettement, plus facilement en fait le Starlight Extinction que le Stardust Revolution, qui est la technique favorite de son maître Xion du Bélier. Voilà pourquoi je le classe à cette position là, et c'est aussi d'ailleurs dans l'anime
Au-delà de ces techniques, il maîtrise aussi la télékinésie, pardon, et il maîtrise également, enfin c'est lui aussi qui va aussi orienter les bronzes dans toute leur aventure et faire le lien avec le grand maître une fois que il n'y aura plus de grand pop. Finalement, ça sera lui qui va devenir le chef, enfin presque le chef en fait des Gold Saints par l'intermédiaire de Doko. Doko justement, donc on retrouve à la position numéro 4. Doko en fait est un personnage qui est issu de la guerre sainte précédente, qui a survécu à cette guerre, qui a eu par l'intermédiaire d'Athéna un don qui lui permettait d'avoir un seul battement par an, et donc en fait il a vieilli que de 365 jours. Donc Xion, le pape qui a été nommé par Athéna à l'issue de la dernière guerre sainte, ignorait, et qui fait que quand il y a eu un choix de successeur à faire avec Xion, Doko n'était pas désigné pour ça. D'ailleurs, sa mission assignée par Athéna, c'était de surveiller la tour des 108 spectres. Donc il était hors de question que Doko devienne le pape à l'issue du règne de Xion. Cela dit, à la mort du pape, à la mort aussi de Saga, c'est Doko qui va devenir finalement le chef des 12 scindeurs par sa sagesse, et on va le voir essentiellement intervenir dans l'arc Poséidon, de maîtriser les golds restants, de ne pas intervenir dans cette bataille et de laisser les Bronze Saints faire le job. Au niveau de ses techniques, alors évidemment il intervient très peu dans l'arc d'Hadès, il intervient uniquement contre Xion, ce qui est assez difficile en fait d'évaluer cette puissance. Cela dit, cette technique, et c'est pour ça que j'ai choisi cette image là, ne permet pas en tout cas au Crystal Wall de la bloquer, donc c'est une technique très puissante qui fait d'énormes dégâts, je pense, et que voilà, c'est une technique qui est difficilement bloquable, qui fait que ce qui fait de Doko en fait un des personnages, un des Gold Saints les plus puissants. Et là on va arriver au top 3. Et là je sais que je vais me faire pas mal d'ennemis, alors je vais essayer d'argumenter mon choix pour la 3ème place. Et ça va être Shaka de la Vierge. Alors on va dire mais c'est un scandale, pourquoi pas Aiolos, pourquoi pas Saga, dans la mesure où Shaka a réussi à maîtriser Saga, Shura et Camus dans l'arc d'Hadès. Alors, je vais l'expliquer pourquoi, et tout ça prend sa source en fait avec Xion. Xion en fait à la base était le grand pop. Il devait désigner un successeur pour le remplacer, tout en sachant que le grand pop en général est un personnage qui est d'une grande sagesse, mais aussi d'une grande puissance. Et en fait, Xion avait deux choix. Il avait pour le succéder deux personnages qui sont Saga et Aiolos. Il a choisi finalement de confier la suite à Aiolos, et c'est parce que tout simplement il avait le candidat idéal était normalement Saga, mais il a décidé dans le cœur de Saga cette partie maléfique qui fait que du coup il a préféré confier sa succession à Aiolos, qui fait logiquement de Saga et d'Aiolos les chefs des 12 scindeurs et donc les personnages les plus puissants. Bien que Aiolos, vous allez me dire, mais Aiolos on ne connaît pas, on l'a pas vu. Mais voilà, c'est à partir de ça où je me base sur ce classement et donc sur le jugement du pop pour désigner cette puissance-là. Après vous allez me dire, mais oui, mais comment ça se fait que Shaka est derrière Saga alors que dans l'arc d'Hadès, Shaka a clairement bloqué en tout cas Saga. Et je vais répondre tout simplement que Shaka, et surtout vous faites Saga et les renégats en fait, les Gold Saint renégats, étaient pas là en fait pour tuer les Gold Saint, ils étaient là pour prendre la tête d'Athéna et puis aussi libérer son armure sacrée. Ce qui fait que du coup, à aucun cas Saga n'a été vraiment à fond contre Shaka. D'ailleurs, Shaka l'a bien compris, puisque Mu, au début de l'arc d'Hadès, a très bien vu les larmes de sang
des chevaliers renégats, j'ose espérer que Shaka, par son infinie sagesse, s'est aussi aperçu que des réelles intentions de ces 3 anciens compères, Goldescent, de leurs réelles intentions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'obligent. Ils auraient très bien pu, effectivement, une fois qu'ils sont pris dans le trésor du ciel, être neutralisés par Shaka, mais qu'ils les obligent à utiliser l'Athéna exclamation pour pouvoir en fait tout simplement passer suivre Athéna dans les enfers. Bref, autre point aussi qui me fait penser que Shaka est en dessous, c'est au niveau de la sagesse. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que le pape est décédé et qu'il n'y a plus de chef de sanctuaire, si vraiment Shaka était aussi sage qu'il le paraît, la logique des choses aurait été qu'il prenne la suite, et puissant d'ailleurs, qu'il prenne la suite en fait en tant que pape et qu'il mène en fait les Goldescent. Or en fait il se trouve que si Shaka est une grande spiritualité, c'est clairement pas un personnage qui est suffisamment sage. La sagesse reste du côté de Doko qui va prendre le lead finalement de ces des Sandor. Donc voilà pourquoi en fait Shaka je le place en 3ème position, c'est que je pense qu'effectivement en termes de puissance il est en dessous des 2 premiers, et aussi en termes de sagesse c'est loin d'être un personnage qui est sage, même si on va dire il s'est éveillé en premier à l'Arayashiki. L'Arayashiki n'est pas synonyme de puissance mais un synonyme d'éveil, du fait que finalement il existe une vie après la mort et que la mort n'est pas la fin de tout. Ce n'est pas non plus un éveil en termes de puissance, ça ne fait pas de lui le personnage le plus puissant. Donc on va arriver du coup sur le deuxième, qui se trouve être logiquement Aiolos, puisque c'était, on va dire, le second choix du Pape Shion. Et Aiolos, en fait, on le retrouve qu'en début du manga, quand il découvre la trahison de Saga. Le seul combat qu'on voit de lui est au final le combat contre Shura. Encore une fois, il est mis en difficulté par Shura à partir du moment qu'il n'a pas son armure. Il met Shura très largement en fait en mauvaise position quand il enfile son armure du Sagittaire. Il va perdre contre Shura uniquement parce que Shura, uniquement finalement à cause d'Athéna qui est bébé, qui va être dans son chemin et qui va ne pas lui permettre en fait d'utiliser sa puissance au maximum. Mais en tout cas, dans l'histoire, on suppose que c'est le deuxième personnage le plus puissant après Saga, puisque Saga effectivement est le personnage qui est désigné par le peuple comme étant le plus puissant et le plus sage. Le seul problème c'est que il a ce côté obscur en lui qui va effectivement mener à cette guerre tragique du sanctuaire et la perte en fait d'une partie des Chevaliers d'Or. Mais voilà, c'est reste quand même le personnage le plus puissant. Iki le dit d'ailleurs Iki le dit, puisque du coup Iki a affronté et Shaka et Saga, et quand il va affronter Kanon dans la partie des Poséidons, il va dire à son frère, donc à Kanon, que Kanon est loin de la puissance de Saga. Saga est le personnage et le chevalier le plus puissant qu'il ait affronté jusqu'à maintenant, sachant que Iki a affronté Shaka, Saga et Kanon. Voilà, ce qui fait de Saga, le personnage, le Goldescent, le plus puissant du sanctuaire. Et sa mort donc tragique, son suicide tragique est une grande perte, puisque du coup on le retrouve en leader pour mener Camus et Shura, mais on retrouve aussi dans l'OAV avec Abel, pour encore une fois mener Seiya vers la victoire. Donc voilà mon classement. J'attends évidemment vos retours en commentaire. Je sais qu'on va pas être d'accord, donc si on redescend de la première à la dernière place, donc le premier c'est Saga, le deuxième Aiolos, le troisième Shaka, le quatrième Doko, le cinquième Mu, le sixième Aiolia. Égalité à la 7ème, 8ème place Shura et Camus. À la 9ème place on retrouve Milo, 10ème Aldébaran, 11ème Aphrodite, et en dernière position mon signe zodiacal, Death Mask des cancers. Voilà, bonne fin de journée, à très bientôt, j'attends vos retours, ciao ciao.